Salut à toi. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation qui dit: Je veux pas ton poisson, je veux que tu m'apprennes à pêcher. Et je pense que c'est exactement l'attitude qu'on doit avoir dans la crypto-monnaie, dans le sens où il ne faut pas écouter aveuglément les cryptos que certains influenceurs peuvent nous partager. Même si tu as ton gars sûr ou ta meuf sûre qui te dit ouais, cette crypto, c'est la crypto du futur. Même si tu as l'expert numéro un du crypto game qui te dit cette crypto fois 1000 minimum, il faut toujours prendre le temps de faire tes propres recherches avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, premièrement, la confiance n'exclut pas la vérification. Et quand bien même une personne de confiance te partage une crypto avec toute la plus grande bienveillance du monde et de très bonnes intentions, on est des êtres humains, parfois on peut se tromper, on peut passer à côté de certaines informations. Donc le simple fait de faire tes propres recherches après une recommandation, ça pourra premièrement te permettre de confirmer, d'avoir ta propre conviction sur les dires de la personne qui t'a partagé la crypto, ou peut-être te rendre compte que la personne avait raté une information et lui dire ah j'ai vu ça, et peut-être qu'elle peut revoir son avis. C'est pour ça que c'est très 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 important. De manière générale, il ne faut jamais investir sur une crypto après la recommandation de quelqu'un, parce qu'il faut savoir que c'est ton argent et après c'est toi qui vas perdre ton argent si la crypto meurt, par exemple. Et le seul conseil en investissement que je voudrais te donner, c'est justement d'investir ton temps dans les recherches et ne pas suivre les recommandations aveuglément. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager quelques points essentiels à analyser quand tu dors, avec quelques outils intéressants. Comme ça, tu peux te faire une checklist et à chaque fois que tu entends parler d'une nouvelle crypto, tu peux faire tes propres recherches. Bon, ce sera une liste non exhaustive. Donc, s'il y a des aspects essentiels que je n'ai pas mentionnés, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que le but, c'est vraiment WAGMI. Et avant de te partager ces points-là, j'aimerais faire un petit disclaimer en te parlant de la différence entre un coin et un token. Parce que parfois, par abus de langage, on a tendance à dire token, mais il y a vraiment une différence entre les deux. Comme ça, si jamais j'ai cet abus de langage, tu sauras la différence entre les deux. En fait, un coin, on va dire que c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Par exemple, Ether a sa blockchain Ethereum, Bitcoin a sa blockchain Bitcoin, ADA a sa blockchain Cardano, alors que un token, c'est un crypto-actif qui est créé sur une blockchain déjà existante. Donc en gros, les tokens squattent les blockchains des autres. Par exemple, le Shiba Inu squatte la blockchain Ethereum, le BAT Basic Attention Token squatte la blockchain Ethereum, Chainlink, pareil, il squatte la blockchain Ethereum, il n'a pas sa propre blockchain, mais il squatte la blockchain des autres. Donc voilà, je te dis ça parce que parfois par abus de langage on dit token, mais maintenant tu connais très bien la différence entre un coin et un token. Donc je vais commencer à te partager les éléments essentiels, quelques éléments essentiels pour Dior un projet. Le premier, c'est l'analyse technique. Donc, c'est un peu analyser le cours des cryptos pour savoir si la crypto se porte bien, si c'est un bon moment ou pas d'investir. Bon, déjà, il faut savoir que l'analyse technique, c'est tout un art. Il y a des personnes très calées, des traders, qui le font à la perfection. Et même si tu n'es pas calé sur ça, il y a quand même des bases qu'on peut essayer d'analyser. Moi, c'est ce que je fais. Et donc, je vais te partager quelques pistes qui pourraient être intéressantes. Tu peux déjà te concentrer sur le prix, voir comment le prix évolue au cours du temps. Quand la crypto a-t-elle atteint son ATH? Donc ATH, c'est all-time high, c'est le prix le plus élevé que la crypto a eu au cours du temps. Tu peux également voir quand est-ce qu'elle a eu son ATL, donc all-time low, c'est le prix le plus bas que la crypto a atteint dans sa durée de vie. Et par exemple, si une crypto est proche de son ATH, moi j'évite d'investir et je te dirai pourquoi après. Ensuite, tu peux également analyser le volume. Est-ce qu'il y a du volume? Comment le volume évolue au cours de temps? Comment le volume évolue au cours du temps? Et en croisant justement les fluctuations de prix et les fluctuations de volume de la crypto,
tu peux savoir si c'est un bon moment ou pas pour investir. Tu peux savoir si c'est une crypto qui a de beaux jours devant elle ou pas. Après, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. On peut toujours avoir des contre-exemples, mais déjà, ce sont des choses qui sont assez intéressantes à analyser. Ensuite, il faut essayer de se renseigner sur l'historique du prix de la crypto, notamment avant la vente officielle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant qu'une crypto soit accessible au grand public, avant son listing officiel, donc c'est le moment où n'importe qui peut acheter sa crypto, il y a des étapes comme la pre-sale, l'ICO ou l'IDO. Et pour faire très simple, ces étapes sont des sortes de ventes privées où la crypto est vendue à un prix préférentiel. Et c'est important d'avoir connaissance de cette information parce que si par exemple tu apprends qu'une crypto s'est vendue à 1 euro en pré-sale et qu'à la vente publique elle est vendue à 10 euros, ça veut dire que les personnes qui ont pu acheter la crypto à 1 euro, à la vente publique, ils auront déjà fait un x10. Donc il est fort probable qu'ils décident de vendre pour prendre leurs bénéfices. Et s'ils vendent, ça veut dire qu'ils vont faire baisser le cours de la crypto. Et peut-être qu'on peut se dire, ah, c'est pas forcément le bon moment d'investir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le vesting. Ça, c'est un peu relié à la pré-sale parce que les créateurs d'un projet savent très bien qu'en proposant leur crypto à un prix préférentiel, les investisseurs vont vouloir vendre dès que la crypto sera accessible au grand public, ce qui est normal. Donc, parfois, ils mettent ce qu'on appelle le vesting. En fait, le vesting, c'est un process qui va permettre de libérer les tokens au fur et à mesure. Donc, en gros, les créateurs du projet vont dire, OK, vous pouvez acheter la crypto à 1 euro avant la vente officielle, mais en contrepartie, votre crypto va être bloquée pendant 1 an, par exemple. Donc pendant 1 an, vous ne pourrez pas vendre la crypto. Et après ces 1 an, il y aura le vesting où chaque mois, vous pourrez avoir 25% de la crypto que vous allez acheter pour la vendre. Et donc ça, c'est très important d'avoir cette information parce que si tu as connaissance de ça et que tu sais que tu te trouves dans une période où les premiers investisseurs vont bientôt pouvoir vendre leur crypto, tu peux dire que ah, c'est pas le bon moment pour acheter parce que il va potentiellement avoir un dump, donc une baisse du cours de la crypto de par tous les investisseurs qui avaient acheté en pré-sale et qui ont fait une forte plus-value. Donc c'est vraiment important d'avoir ces informations en ta connaissance. Et donc pour ça, tu peux fouiller, hein. De toute façon, je t'ai mis des captures d'écran, mais généralement, il y a ces informations sur les sites officiels. Ensuite, il faut faire une analyse fondamentale. Il faut faire une analyse fondamentale. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier les fondamentaux du projet. Alors moi, j'aime bien un peu aller sur le site Messari. Dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu fais ton analyse fondamentale, il faut essayer de voir l'équipe qui est derrière le projet, quel est le parcours des personnes du projet, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, est-ce qu'ils sont anonymes? Parce que c'est vrai que parfois les équipes sont anonymes. Et quand les équipes sont anonymes, il faut essayer de voir les investisseurs qu'il y a derrière. Si tu vois qu'il y a des gros investisseurs, tu peux dire, OK, ça va, ils sont anonymes, mais on voit qu'ils sont suivis par exemple par Alameda Research, Coinbase Venture, donc c'est quand même rassurant. Ensuite, il faut voir la roadmap. Quelle est la roadmap du projet? En gros, la roadmap, c'est leur plan d'action pour mener à bien leur projet. Bon, la roadmap, elle est évolutive, elle est amenée à évoluer au cours du temps, mais c'est bien quand même d'avoir un aperçu. Et tu peux aussi lire le white paper du projet qui est normalement disponible sur les sites officiels, voir s'il est bien construit et s'il y a des trucs chelous, alerte rouge, next, direct. Ensuite, concernant le projet, il faut que tu te demandes quand le projet s'est-il lancé, quel est l'historique du projet, si le projet est déjà lancé. Ensuite, très important, quel est le problème que le projet résout? Est-ce qu'il y a des projets déjà existants qui sont similaires? Et si oui, en quoi le projet en question se différencie des autres? Quelle est vraiment sa proposition de valeur unique qui justifie en fait la création de ce projet? C'est très important parce que on voit beaucoup de copier-coller, mais si un nouveau projet arrive qui copie un autre projet mais qui a aucune plus-value supplémentaire par rapport aux autres, ça peut être
un peu plus risqués. Par exemple, à titre personnel, moi j'adore le projet Elrond, Maillardex, Maillard, je suis vraiment bullish sur Maillard. Mais si demain je vois un projet similaire qui veut par exemple rendre la crypto accessible à tous, je me demanderai avant d'investir, bon, qu'est-ce qu'ils font que Maillard ne fait pas par exemple? Donc c'est très important de se poser ces questions. Ensuite, il faut se demander à quel marché le projet s'adresse. Est-ce que c'est un petit marché? Est-ce que c'est un grand marché? Est-ce qu'il y a un potentiel d'évolution? Un exemple très concret. Imagine qu'il y a un projet qui sort une crypto pour les fans de ukulélé. Bon, si tu es fan de ukulélé, ok, tu vas pouvoir l'acheter. Mais si tu n'es pas fan de ukulélé et que en faisant ton analyse de marché, tu te rends compte qu'il y a uniquement 10 000 personnes qui sont fans de ukulélé dans le monde, tu vois que le potentiel de cette crypto peut être assez limité. Donc c'est important de se poser ces questions. Ensuite, est-ce que le projet s'inscrit vraiment dans les tendances futures? Je t'en partage quelques-unes, par exemple les NFT, le Web 3.0, le métaverse, tout ce qui est cross-chain, multi-chain. C'est également très important quand on se projette dans l'avenir. Par exemple, si on reprend l'exemple de la crypto pour les fans de ukulélé, si on se rend compte qu'elle est disponible uniquement sur Ethereum et que le nombre de fans de ukulélé qui sont sur Ethereum est de 10, alors là, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, très concrètement. Et quand on parle de projets, par exemple, Play to Earn ou Metaverse, là, ce qui est vraiment à la mode, c'est tout ce qui est multi-chain, cross-chain. Donc, est-ce qu'on va pouvoir naviguer d'une blockchain à l'autre? Ensuite, il faut vraiment voir quelle est l'utilité concrète de la crypto-monnaie. Parce qu'on n'est pas là pour acheter du rêve, on veut du concret. À quoi la crypto va être servir? Est-ce que la crypto va être amenée à être utilisée et achetée massivement? Qu'est-ce qui va inciter les gens à acheter, mais surtout à garder la crypto sur le long terme? Ça, c'est important parce qu'on ne veut pas de pump and dump. Donc, en fait, le pump and dump, c'est le fait de quand les gens achètent et qu'après, ils vendent. On veut vraiment qu'il y ait une utilité derrière la crypto pour qu'on puisse être assuré qu'elle s'inscrive dans la durée, donc de manière pérenne. Ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, il faut voir les tokenomics. Donc, en fait, les tokenomics, c'est l'écosystème économique derrière la crypto. On peut analyser la supply totale. Donc, la supply totale, c'est l'offre maximale qui peut être émise. Et c'est à opposer avec la supply en circulation, l'offre qui est en circulation actuellement. Par exemple, si on prend l'exemple du Bitcoin, en tout, il y aura 21 millions de Bitcoins qui seront émis, mais actuellement, les 21 millions de Bitcoins ne sont pas encore en circulation. Donc, c'est une information que tu peux analyser, je te dirai après pourquoi. Ensuite, il faut voir la distribution de la crypto, comment vont être allouer les fonds de la supply. Un exemple très concret, si tu vois qu'il y a 90% des fonds qui sont aux développeurs qui ont pu acheter la crypto en pré-sale et que 10% pour la public sale, par exemple, tu peux dire, ah, là, c'est alerte rouge, parce que ça veut dire en gros que moi, je vais acheter la crypto et puis après, les 90% vont vendre et finalement, c'est pas un projet qui sera vraiment sustainable, j'ai envie de dire, sur le long terme. Après, il faut voir, est-ce que la crypto, elle a un mécanisme inflationniste, déflationniste ou désinflationniste? Ça, c'est très important parce que plus une monnaie est inflationniste, plus elle va perdre de la valeur au cours du temps. Si une crypto est inflationniste, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus d'offres en circulation, ce qui va tendre à faire baisser sa valeur. Alors que inversement, une crypto déflationniste signifie que l'offre en circulation va baisser, ce qui va permettre d'augmenter la valeur. Et ça, c'est relié à l'analyse de la supply totale et aussi au concept de désinflation. Donc la désinflation, en fait, c'est le fait que l'inflation se réduit au cours du temps. Par exemple, pour le Bitcoin, on sait qu'il y a une offre limitée de 21 millions. On n'a pas encore atteint les 21 millions, donc actuellement, le Bitcoin a un peu une tendance inflationniste, mais une tendance désinflationniste dans le sens où l'inflation est de moins en moins grande parce qu'il va arriver un moment où on aura émis tous les bitcoins. Et puis après, quand tous les bitcoins seront émis, il est fort probable qu'il y ait des bitcoins qui soient perdus dans la nature de par le fait que les gens aient perdu leur bitcoin, aient perdu leurs clés ou des choses comme ça. Et là, si on prend l'exemple d'Ethereum, alors ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est qu'il n'y a pas de maximum supply. Ça veut dire en gros qu'on peut en imprimer, enfin on peut créer de l'Ethereum à l'infini pour avoir une image très simple. Mais ils ont un process de burn. Donc burn, ça veut dire que parfois ils brûlent de l'Ether justement pour avoir un peu d'équilibre. Et là, je te mets un graphique où on voit qu'il y a une période où l'Ether est
était déflationniste, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'éther brûlés que d'éther créés. Et quand on rentre dans une tendance déflationniste, c'est très bien pour les investisseurs parce qu'on peut se dire que la valeur va augmenter. D'ailleurs, si tu tapes Ether déflationniste sur Google, tu vas voir qu'il y a beaucoup de mouvements par rapport à ça. Donc, c'est important d'avoir ces réflexions quand tu gères une crypto. Ensuite, on va parler du marketing. Le marketing, c'est très, très, très important. Quels sont les partenariats qu'ils mettent en place? Qui parle de la crypto? Quels sont les articles de presse qu'ils mettent en avant? La communauté aussi. Est-ce que la communauté, ils ont une communauté soudée, active sur les réseaux sociaux? Ça, c'est très, très, très important parce que tu sais même que le fondateur de Binance disait qu'un des critères essentiels pour qu'une crypto soit listée sur Binance, c'est la communauté. Donc, c'est très essentiel. Il y a quelque chose aussi que j'aime regarder, c'est que, en fait, moi j'ai un compte Twitter, j'utilise pas Twitter, mais j'utilise juste pour suivre des personnes influentes. Et quand je vais sur un projet et que je vois que, ce projet-là est suivi par telle personne, je me dis, telle personne influente qui a vraiment une forte renommée, une bonne renommée, hein, pas juste un influenceur qui partage des cryptos, des mêmes coins, mais quand je vois qu'un projet est suivi par des personnes qui sont reconnues pour leur expertise dans la crypto, je me dis, ça c'est un bon signe. Et pour moi, le marketing et la communauté, c'est très 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 important dans le sens où même si un projet coche toutes les cases du côté technologique, ça ne veut pas dire qu'il va réussir. La triste réalité est que il y a des projets qui ont été créés en un jour, par exemple, qui étaient une blague à la base, comme le Dogecoin, le Shiba Inu, mais qui ont pu avoir une ascension très fulgurante pour s'ériger parmi les plus grandes crypto-monnaies, alors qu'en soi, il n'y a pas de révolution ou d'utilité très forte, alors qu'inversement, il y a des cryptos qui ont des très bons fondamentaux technologiques qui résolvent un vrai problème, mais malheureusement, elles souffrent de leur manque. Elles souffrent par leur manque de visibilité et leur manque de marketing. C'est pour ça que le marketing, c'est vraiment essentiel. C'est aussi essentiel que les fondamentaux technologiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'analyse sentimentale. Qu'est-ce que les gens disent sur la crypto, sur les réseaux sociaux? Quelque chose de très intéressant que tu peux analyser, c'est en fait justement leur activité sociale avec le site Lunar Crush. Donc Lunar Crush, ça classe les cryptos par leur interaction sociale. Donc c'est assez important de voir ça. Ensuite, un indicateur qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le crypto Fear and Greed pour savoir quelle est la tendance générale des investisseurs quant au marché crypto. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que les gens font généralement, c'est vendre quand les gens ont peur et acheter quand les gens sont dans l'euphorie. C'est pour ça qu'au début, je te disais que moi, j'aime pas trop acheter une crypto quand elle est proche de son ATH parce que quand une crypto va bien, tout le monde veut l'acheter, tout le monde veut l'acheter et justement, je me dis que c'est pas forcément le bon moment. Alors que si j'achète une crypto quand les gens ont peur, bah, je sais qu'après, quand les gens vont dans l'euphorie, ils vont acheter et là, la crypto pourra aller à son ATH et là, tu pourras prendre tes profits, par exemple. Et ça, c'est un peu ce que fait Warren Buffett. Tu as la citation sous les yeux, donc on s'inspire des meilleurs, hein, toujours. Enfin, il y a un critère qui pour moi est essentiel, c'est les revenus passifs. Est-ce que je peux contribuer à l'écosystème tout en étant rémunéré pour? Selon moi, c'est un critère important, d'autant plus si le projet est risqué. Parce que, à défaut d'avoir un projet qui est risqué ou qui va subir une forte baisse de valeur avant de remonter, si je sais que je peux accumuler la crypto, je sais que quand le projet après va remonter, mon capital va augmenter de manière exponentielle parce que j'aurai déjà mon capital initial et ensuite j'aurai l'accumulation de la crypto que j'aurai obtenue en stackant, par exemple. Donc ça, c'est important de voir quelles sont les conditions pour pouvoir stacker la crypto du projet. Et c'est d'autant plus important que parfois, il y a des projets qui disent, par exemple, le stacking est possible à partir de 10 000 euros. Et si moi, je sais que je ne suis pas prête à mettre 10 000 euros pour stacker la crypto du projet, je sais que je ne vais pas forcément investir dans ce projet, surtout si c'est un projet risqué. Ensuite, un élément très très essentiel, c'est la market cap. Et là, j'ai vraiment envie de parler de ça parce qu'au début, on fait l'erreur, en tout cas moi j'ai fait l'erreur de penser que le prix d'une crypto était un indicateur important sur la valeur. Par exemple, il y a un moment où on parlait souvent ADA, Bitcoin, enfin plein de cryptos, et je me disais, ah mais ADA il est pas cher, ADA il est que à 1,30 € par exemple, alors que le Bitcoin il est à 66 000. Et je me disais que c'est bien d'acheter de l'ADA parce que je pourrais, je sais pas, peut-être être dans l'ADA jusqu'à ce qu'elle
atteignent 66 000. Sauf que le prix isolé d'une crypto ne veut strictement rien dire sur sa valeur. Et c'est vraiment l'erreur qu'on fait. Donc quand tu vois un article, oui, toutes les cryptos à moins d'1 euro, enfin, je ne sais pas sur quoi il se base, mais ça peut vraiment porter à confusion parce que ce qui compte dans la valeur d'une crypto, c'est pas son prix, mais c'est sa market cap. Et la market cap, c'est le prix de la crypto fois l'offre en circulation. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les plateformes comme par exemple CoinGecko ou CoinMarketCap, les crypto-monnaies ne sont pas classées par leur prix, mais par leur market cap. Parce que c'est vraiment ça qui permet de dire si la crypto et a une grande valeur ou pas, pour faire très simple. Et ce qu'il faut voir, je vais te partager un exemple très concret pour que tu puisses avoir une visualisation encore plus claire. Mais avant ça, je veux te parler des différentes catégories de market cap. Il y a ce qu'on appelle les large cap, donc ce sont les cryptos qui ont une market cap supérieure à 10 milliards, donc c'est un peu les valeurs sûres, les cryptos moins risqués. Après, il y a les mid cap, les cryptos qui ont une market cap située de 1 à 10 milliards. Après, il y a les small cap, donc les cryptos qui ont une market cap qui a une market cap située entre 100 et 1 milliard. Et puis après, il y a les micro-caps, le reste. Et plus la market cap est faible, plus la crypto est risquée. Mais en contrepartie, plus tu investis dans une crypto qui a une faible market cap, plus tu as un fort potentiel de faire un gros multiplicateur, de faire des gros gains. Donc en fait, il faut évaluer son risque et son récompense. Mais là, je vais te donner un exemple de 2 cryptos pour que tu puisses très bien voir la différence. Alors, si les chiffres ne sont pas bons, c'est parce que le marché est très volatile, mais je te mettrai les captures d'écran. Par exemple, d'un côté, tu as ADA de Cardano qui coûte 1,30 $, qui est à la 7e position. ADA a une market cap de 43 milliards de dollars. De l'autre côté, tu as DESO qui est situé à la 228e position. Un DESO coûte 73 $. Et il a une market cap de 650 millions de dollars. Pour faire un x2 sur Cardano, il faudrait que la market cap augmente de 43 milliards de dollars, alors que pour faire un x2 sur DESO, il faut que la market cap augmente de 650 millions de dollars. Donc tu vois que même si un DESO coûte 73 $ et un ADA coûte 1,30 $, il faut une croissance beaucoup plus grande pour faire un x2 sur l'ADA à 1,30 $ que sur DESO à 73 $. Donc tout ça pour te dire qu'il ne faut pas te fier au prix d'une crypto qui ne veut strictement rien dire sur sa valeur, mais à la market cap. Ça, c'est vraiment très important. Bon, c'est tout pour moi, ça fait un peu beaucoup. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, me faire des retours. S'il y a des choses que j'ai mal dit ou que tu penses qui sont fausses, n'hésite pas à me faire tes retours parce que le but, c'est qu'on puisse évoluer ensemble. N'hésite pas aussi à me partager tes critères, des critères que je n'aurais pas mentionnés. On peut continuer cette discussion sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Pense à télécharger ton CryptoKit pour rejoindre le canal Telegram extrêmement secret. Et si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Merci encore pour ton temps et je te dis à très vite.